Oui, ton employeur peut vouloir vérifier tes références avant de t'embaucher. Ça s'appelle un background check, un contrôle, une vérification des références. Et à l'écran, en voici une que l'on m'a demandé de faire il y a quelques mois. On va la regarder en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Mais avant ça, oui, ça peut paraître simple, mais il y a 3 pièges à éviter si tu ne veux pas te faire éliminer à cette étape du recrutement. Commençons par qu'est-ce que c'est qu'un background check, en quoi ça consiste? Le background check, c'est quoi? C'est le contrôle des références, la vérification de ton background, de tes expériences, de ton parcours professionnel par le futur recruteur, par ton futur manager. Simplement, un background check, c'est on va appeler un de tes anciens managers ou un de tes anciens collègues, potentiellement plusieurs. Et on va envoyer un email à ces personnes-là qui va ressembler à ces questions. Ils doivent répondre à tout ça, vous notez, dire vos forces et vos faiblesses, en fait, faire un petit entretien à votre place. Et voyons donc ce que pourrait se dire quelqu'un qui fait un background check pour la première fois et les erreurs qu'il ne faut pas faire. En effet, ça a l'air simple, je vois pas trop pourquoi tu fais une vidéo d'ailleurs. Enfin, il me suffit juste d'envoyer le numéro de mon meilleur pote, il l'appelle, il répond et il dit que je suis le meilleur, quoi. Enfin, ça devrait être assez simple, non? Alors oui, vu comme ça peut paraître simple, mais là tu fais déjà 2 erreurs. La première, c'est de te dire, je vais donner le numéro d'un pote. Déjà, imagine que je sois le recruteur et que j'appelle ton pote et je lui demande quelles sont vos relations. S'il me dit que c'est un ami à toi, déjà je comprends pas pourquoi tu me l'as donné lui alors que je te demandais une référence professionnelle. Et deuxièmement, même s'il joue le jeu de ah oui, je suis un collègue à lui, c'est pas le manager direct ou c'est pas un collègue qui était très proche. Et donc quand je vais poser des questions précises du type pourquoi est-ce qu'il est parti de son travail précédent, eh bien, il va pas savoir quoi répondre et ça va se voir. Dit autrement, le mieux c'est de donner ton manager direct ou un collègue avec qui tu as travaillé main dans la main très régulièrement. Bon, d'accord. Je fais pas ça, je donne pas le numéro de mon meilleur pote. Je vais demander à un collègue à qui je travaille pas mal. Mon ancien manager, je m'entends pas très bien avec lui, donc j'ai pas vraiment envie de donner son numéro. Mais bon, je donne le numéro de mon ancien collègue et puis il dira que je suis parfait comme ça. Voilà, nickel, c'est passé, il y a rien à faire. Et oui, mais tu viens de faire la deuxième erreur. Parce que oui, tu peux demander à un collègue de répondre pour toi et de dire que tu es parfait partout, mais on le voit. Les gens qui reçoivent le background check, ils font ça toute la journée, ils sont pas débiles. Donc si moi je fais ça et que je réponds que la personne est parfaite partout, et ben on va demander de refaire un référent check avec quelqu'un d'autre et qui soit plus réaliste. Donc en fait, tu fais perdre le temps de tout le monde. Donc non, ça, c'est pas la bonne chose. Il faut que la personne dise les faiblesses potentielles que tu as, au moins une, et qu'elle dise des endroits où tu as des axes d'amélioration. On va voir les questions ensuite, et je vais dire exactement comment répondre à quelles questions, quelles sont les questions où il faut que tu dises que la personne soit parfaite, et quelles sont les questions où tu peux dire quelques faiblesses. Ah ouais, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais alors. S'il faut qu'ils disent qu'il y avait quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu dis que c'est à moi de le faire, mais c'est pas moi qui vais répondre aux questions, c'est la personne que je vais référer. Donc, ok, je vais donner le numéro de mon manager pour que ça les aide, mais ça m'embête un peu parce que qu'est-ce qu'il va dire, quoi? Comment est-ce que je peux savoir? Et comment est-ce que je peux être sûr qu'il va pas faire d'erreur, d'ailleurs, qu'il va pas dire des mauvaises choses et qu'il va me faire rater le job? Excellente question, et c'est le but de cette vidéo. C'est là où la troisième erreur arrive. Penser que tu peux juste donner le numéro de ton manager et ne pas parler avec lui, ne pas le préparer, c'est une erreur. Il faut prendre le background check au sérieux. Imaginons que tu postules à un job, qu'on va te faire l'offre sous condition que tu vas avoir un background check réussi. Eh bien, tu vas donner le numéro de ton manager, mais avant ça, tu l'appelles ou tu lui envoies un email, tu lui dis, voilà, on va l'appeler Daniel. Daniel, je t'écris car je suis en train de passer des entretiens, je les ai réussis, c'est un poste qui m'intéresse vraiment. C'est un poste de, et tu mets le nom du poste, tu mets l'industrie ou l'entreprise si jamais tu t'entends bien avec la personne ou si tu peux le mettre. Et tu lui dis, voilà, ils vont te poser des questions, notamment sur ma performance. Ce qui est important pour le poste, c'est A, B, C, et vous en parlez au téléphone avant, vous vous mettez d'accord pour que ce qu'ils disent correspond à ce que tu dois avoir sur ton dossier. On va aller dans les questions maintenant, une par une, et je vais te dire ce qui est important. Donc, le background check, 19 questions. Première question, est-ce qu'ils vous ont reporté directement? Là, c'est la vérité qu'on va dire. D'où l'importance d'avoir quelqu'un à qui on a reporté, qui nous a managé, puisque c'est ce que recherche l'entreprise qui va vérifier vos références. Deuxième question, quelle est votre relation avec eux et depuis combien de temps vous connaissent-ils? Pareil, c'est une question qui permet de vérifier la crédibilité de la source, la crédibilité de la personne qui fait la référence. Plus la relation a été longue, mieux c'est. Une relation professionnelle, 3, 6 mois, 6 mois, ça commence vraiment à parler. C'est mieux si c'est 1, 2, 3 ans, mais on répond la vérité. Alors, on répond la vérité. Si c'est que quelques semaines, il vaut mieux dire presque un mois. Il faut toujours essayer d'augmenter cette période. Plus elle est longue, mieux elle est. 3. Pouvez-vous décrire leurs responsabilités clés? Ici, si c'est ton manager, il va être capable de le dire rapidement. Ça vaut toujours le coup de dire le poste auquel tu postules et ce qu'on va te demander de faire pour que ça corresponde à la fois à ce que tu as fait, mais aussi que ça fait des petites missions du type, je sais pas,
que tu as fait du customer service et que le poste c'est là-dessus et que c'était que 10% de ton job avant, c'est peut-être bien de le dire à ton boss pour qu'il sache qu'il faille qu'il le mette ici aussi. 4. Quelles étaient leurs raisons pour partir de leur départ, de leur démission ou du fait qu'ils soient sortis du poste? Extrêmement important. Extrêmement important. Ça, c'est une des questions pièges. Mais il ne faut pas qu'il y ait une raison différente ici entre ce que va dire ton collègue, ton manager, et ce que toi tu as dit à l'entretien. Il est très courant de partir parce que ton boss, tu l'aimes pas, ou il est vraiment nul, ou parce qu'il y a des problèmes de relation. Ce n'est pas l'endroit où le mettre. Sauf si tu l'as dit à l'entretien, mais bon, c'est pas la meilleure réponse à dire non plus. En général, il vaut mieux édulcorer un peu ça. Mais il faut absolument que ça matche. Et typiquement, une raison qui est valide, c'est de dire oui, je voulais faire quelque chose de différent, je voulais agrandir mon périmètre de travail, je voulais changer d'industrie, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, ça faisait 3 ans que j'étais dans l'entreprise, et donc je voulais passer à autre chose, découvrir d'autres choses, être plus challengé. Ça, c'est des raisons valides. Quand je dis valide, c'est valide d'un point de vue RH. Ensuite, on a 7 questions qui sont intéressantes, parce que ce n'est plus un décrivez, c'est noter. Noter la capacité à construire et à maintenir des relations avec des collègues, avec des clients. Noter la capacité à gérer son temps et à prioriser. Gérer la capacité de communication orale et écrite. Noter la motivation personnelle et leur attitude. Noter leur capacité à gérer des situations difficiles de stress et de conflit. Noter numéro 10, leur capacité à résoudre des problèmes. Numéro 11, noter leur ponctualité, leur capacité à arriver à l'heure, à attendance, c'est à être là lorsqu'il faut être là, à leur fiabilité. Numéro 12, noter leur capacité à travailler en équipe, à être un membre d'une équipe efficace. Tout ça, il est évident qu'il faut mettre des bonnes notes. C'est évident, tu vas dire que si c'est de 1 à 10 et 10 c'est le meilleur, il faut mieux avoir des notes entre 7 et 10. Par contre, comme je te l'ai dit, si tu mets 10 partout, ça paraît hyper louche. Donc ce n'est à pas faire. Ce que je conseille, c'est de mettre, par exemple, que des 9 et un 7 quelque part, ou que des 9, un 8, un 7. Le 7 doit être extrêmement réfléchi pour être dans la compétence la moins liée au job que tu vas faire ensuite. Par exemple, dans un job d'ingénieur, c'est la capacité à gérer du conflit, de réactions stressantes. Tant que tu n'es pas à un niveau de manager, c'est un peu moins embêtant. Et quand tu arrives au niveau de manager, alors dans ce cas-là, on peut mettre quelque chose comme 8 ou 7 à punctuality, à attendance and reliability, en disant, par exemple, en commentaire, que la ponctualité n'est pas leur fort. La ponctualité, le matin, n'est pas leur fort, mais en meeting, ça va. Comme ça, tu mets en avant des choses qui, en fait, on s'en fout un peu, que tu arrives à 9h05, 9h30, 9h25. Tout le monde s'en fout plus ou moins tant que tu as les résultats. Donc, mettre la mauvaise note ici, plutôt smart. Et ensuite, il nous reste quelques questions. Numéro 13, commentez sur leurs valeurs et sur leur comportement. Décrivez leurs principales forces, décrivez leurs principales weaknesses et ont-ils des zones d'amélioration. Alors, pareil, là, on a des questions pièges. Commentez sur leurs valeurs générales et leur comportement. Ici, il faut avoir la réponse la plus simple possible. Une phrase, 2 bonnes valeurs et un bon comportement, ça passe. Ensuite, décrivez tes forces. Pareil, il faut que les forces soient liées au job auquel tu postules. Et la question numéro 15, question piège, décrivez votre weakness, vos faiblesses. J'ai une vidéo sur comment parler de ces faiblesses en entretien, c'est un peu la même chose. Typiquement, je conseille fortement une faiblesse bullshit ici. C'est-à-dire une faiblesse qui dit oui, la zone de développement, c'est le poste supérieur. Imaginons que tu sois ingénieur développement et que tu es remplacé pendant les vacances de ton boss, et qu'il était manager d'une équipe d'ingénieurs. La zone de faiblesse, c'est de dire ah oui, c'est un excellent codeur, c'est un excellent ingénieur développeur. Quand il m'a remplacé, il a fait du super boulot, mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'a pas encore l'expérience requise. Donc une zone d'amélioration, c'est qu'il pourrait faire cette expérience plus longtemps pour gagner plus de maturité, d'aisance sur ce rôle. Et vu que là, tu vas postuler à un job d'ingénieur développeur, le fait que le job d'au-dessus, tu ne sois pas capable de le faire encore, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'en fait, c'est une fausse faiblesse qui est passe-partout, qui donne n'importe quel job, n'importe quelle industrie. Ensuite, numéro 16, quel style de management avez-vous dû utiliser pour obtenir le meilleur d'entre eux? Si on a besoin de vous micromanager, c'est pas forcément une bonne chose. En général, ce qu'on préfère entendre comme réponse, c'est oui, je lui donne l'objectif et il a réussi à le faire par lui-même, il est indépendant et il se débrouille. Ça, c'est bien comme réponse. Numéro 17, est-ce que vous les embaucheriez à nouveau? Réponse évidente, oui. Oui, 100%. Est-ce que vous avez des commentaires supplémentaires? La réponse est non, sauf si vous mettez quelque chose comme oui, je le recommande personnellement, il est très bon. Voilà, ça c'est à votre manager de voir. Dernière question, notez la qualité et la précision de leur travail. Pareil, on met 10 sur 10. Voilà pour les background checks.
Et si tu veux des phrases à ne pas dire en entretien, que tu peux toi appliquer ou même qui s'applique aussi au background check pour ce que ton manager ne devrait pas dire là-dedans, je t'invite à aller voir la suivante, elle s'affiche à l'écran. Donc voilà, les phrases à ne pas dire en entretien et je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé.